Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bienvenue dans le podcast Méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Pareira, qui pratique depuis plus de 20 ans maintenant les arts martiaux, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, le grappling, le MMA. Il a été combattant professionnel. Aujourd'hui, il est coach. Il a démarré son club, le GP Sport Miramas, en 2008. Et c'est un passionné d'arts martiaux, aussi de méditation, comme on aura l'occasion d'en discuter. C'est vraiment un plaisir de l'avoir aujourd'hui. Je vais lui poser plein de petites questions sur l'aspect mental peut-être qui est au cœur de ces pratiques-là. Et salut Ludovic, comment ça va ? Salut Paul, ça va très bien, merci. Cool, ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. On échangeait déjà depuis un petit moment en off pour faire cet épisode. Et on a déjà eu plein de discussions super cool qui n'ont pas été enregistrées et partagées au public. Donc c'est le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir toutes ces discussions et partager toi, ton expertise, ta vision, ton parcours, ton approche de tout ça. Avec plaisir. La présentation que j'ai faite était assez brève. Est-ce que toi tu peux te présenter aux auditeurs ? Alors, je m'appelle Ludovic Pareira, donc je suis à Miramas, dans le sud de la France, près de Marseille. Et du coup, j'enseigne au club GP Sport depuis 2008, comme tu l'as dit. Et à la base, c'était un club de MMA qui, petit à petit, est devenu un club de lutte livre et aussi de jiu-jitsu brésilien. Et au fil des années, on a développé une section enfant et puis une section féminine, plus basée sur, cardio-box, on va dire. Voilà, un petit peu de self-défense. Et voilà, et je prends beaucoup de plaisir dans ce travail passion. Et depuis déjà presque une quinzaine d'années, je crois. Et voilà, ça rythme bien ma vie, quoi. Et avant ça, j'étais combattant, entre guillemets, pro de la première génération en MMA. C'était difficile, mais c'était une période unique qui reviendra, je crois, jamais. Et je suis très heureux d'en avoir fait partie. Et voilà, et après, j'ai fait pas mal de combats en grappling notamment et en jiu-jitsu brésilien. Magnifique, on va avoir le temps d'aborder tout ça, mais revenons au début, au commencement, même avant ta carrière de combattant professionnel et tout ça. Toi, peut-être même avant les arts martiaux, avec quel sport t'as commencé ? En fait, j'étais anti-sport, moi, quand j'étais jeune. Okay. J'étais carrément anti-sport. Ça, c'est étonnant. Et on va dire, à la suite d'une mésaventure de jeunesse, j'ai fait l'expérimentation d'une bagarre, on va dire, qui a été un peu traumatisante, parce que c'était la nuit, ils étaient plusieurs, et je pensais pas m'en sortir vivant, en fait. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là de l'importance du mental, plus que du physique, et de la nécessité d'être fort mentalement. Et c'est la première étincelle, en fait, qui m'a amené vers les arts martiaux. Ça coïncidait aux époques de Bruce Lee, de Van Damme, et de l'UFC 1. Okay. Et du coup, tout ça s'est un petit peu mélangé, et à partir de là, j'ai compris que être fort mentalement, c'était déjà quelque chose de nécessaire pour moi, en tout cas, et que les arts martiaux en seraient un vecteur. Et dans un second temps, j'apprendrai à me défendre, et voilà. Et ça a commencé vraiment comme ça, quoi. Ok, donc les premiers sports que tu as fait, c'est des arts martiaux finalement ? C'est la boxe thaï. C'était la boxe thaï ? Ok. Ouais, j'ai commencé avec la boxe thaï. Et juste sur cet épisode, est-ce que
peut-être on peut en parler un petit peu plus parce que ça a l'air d'avoir éveillé vraiment quelque chose en toi. Qu'est-ce que cette confrontation à la violence, là, à la brutalité, elle a généré justement en toi? C'est marrant parce que il y a eu une sensation un peu comme de peur, de détresse, mais en même temps, ça a révélé quelque chose. Je me dis, ils étaient 4, j'étais tout seul et je rentre chez moi, j'ai même pas une bosse. Donc ils étaient nuls ou je suis pas mauvais, quelque part. En plus, ça avait duré assez longtemps. Je me rappelle avoir été par terre, avoir été rué de coups et tout ça. Et du coup, de là, j'ai rencontré Serge, que je salue, hein, c'est un peu comme mon deuxième père, qui, par chance, était quelqu'un déjà de très spirituel. Et pour lui, la boxe thaï et les arts martiaux en général, c'était pas seulement un moyen de savoir se battre, c'est pas seulement un sport de combat, mais il y avait aussi tout un aspect derrière de mental, un aspect philosophique et tout ça. Et j'ai eu la chance d'être initié à dose homéopathique au fur et à mesure qu'il me sentait prêt, peut-être, et que je pouvais avoir de l'intérêt pour ça, pour me nourrir aussi de toute cette culture asiatique, quelque part aussi, qui m'avait toujours séduit sans que j'en comprenne les tenants et les aboutissants au travers des films de Bruce Lee, par exemple, voire même des mangas ou d'autres films asiatiques. Tout ce qui était bouddhisme, en fait, ça m'attirait, mais je ne savais pas pourquoi. Mm-hmm. Voilà. Et comme si, voilà, je savais que je devais aller par là, mais sans vraiment. Et puis après, je me suis intéressé à Bruce Lee, à tous ses livres que j'ai lus, dévorés et relus. Et à partir de là, j'ai eu une nouvelle perspective du monde qui a commencé à se dessiner. Wow. T'as eu l'occasion d'y aller en Asie après, justement, pour vivre ça de l'intérieur? Alors, j'ai réalisé mon rêve d'enfant d'aller au Japon la première fois en 2006. Pour avoir vraiment la sensation de ne pas gaspiller ce voyage. J'étais parti seul. Du coup, chaque minute m'appartenait. Je pouvais vraiment, entre guillemets, faire mon parcours spirituel et sportif à la fois du Japon. Et grâce à Samy et James, que je salue aussi, il m'avait donné aussi le contact pour m'entraîner avec la plupart de mes idoles du moment. Au dojo Wajitsu, je crois, où à cette époque il y avait Yuki Kondo, Kaoluno, Kazuyuki Miyata, et même Akebono. Enfin, il y avait Akiyama, c'était du délire, quoi. Donc j'allais m'entraîner là-bas tous les soirs, en plein hiver d'ailleurs, c'était dur tout seul, avec eux, et ça a été un moment magique, quoi. Et la journée, j'ai visité des temples, Tokyo, les alentours, une petite piole où j'avais la tête et les pieds qui touchaient chaque côté du mur pour te donner un ordre d'idée de la taille de la piole. Tu vois, c'était gigantesque, quoi. Toute ma vie, je me rappellerai de ce voyage. Après, je suis retourné plusieurs fois au Japon. Après, j'ai fait quasiment toute l'Asie, à part le Laos et les Philippines, je crois. Mm-hmm. Je me suis vraiment nourri, abreuvé de toute cette culture qui s'est révélée, en fait, pour moi, être celle qui me parlait le plus. J'ai fait beaucoup de recherches religieuses et spirituelles pour essayer de trouver, entre guillemets, ce qui me nourrissait. Mm-hmm. Et pas seulement ce que mes origines occidentales me disaient qu'il était bon de suivre, tu vois, ou même familial ou traditionnel et tout ça. Je suis vraiment allé vers ma voie et je me suis trouvé là-dedans, quoi. Mm. Et ce premier voyage au Japon, là, c'était, si je comprends bien, vraiment une sorte de voyage initiatique, de quête intérieure. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, je crois. Ouais. C'était incroyable. C'est la première fois que j'ai écrit un book, en fait, tu sais. C'est tous les soirs, j'écrivais sur un carnet mes journées, mes ressentis, ce que j'avais fait et tout, tellement je voulais perdre aucune miette dans un futur où la mémoire aurait pu me faire défaut de ce voyage, tu vois.
Ouais, ça fait vraiment voyage initiatique, quête intérieure, surtout lié aux arts martiaux. Tu vas dans les temples, tu vas dans les dojos, ça devait être une sacrée expérience. Il faudrait que tu nous ressortes les notes de temps en temps. Quelques Ouais, notes avec de les ce gars. cahier. Euh, et globalement, qu'est-ce que t'ont apporté, toi, les arts martiaux dans ta vie, d'un point de vue sportif, athlétique, mais aussi donc plus mental et spirituel? Est-ce que tu peux détailler un peu ce que ça t'a apporté vraiment? J'ai presque envie de dire tout. Tout parce que, comment dire, déjà, c'est grâce aux arts martiaux que j'ai voyagé. Avant, voyager, je pensais que c'était que les autres qui voyageaient. Ou j'allais voyager au mieux en Europe, tu vois. Des trucs que je pensais être à taille humaine à l'époque. Et, euh, et du coup, ben, ça m'a apporté une forme de paix. J'étais extrêmement en conflit avec moi-même, comme beaucoup de jeunes. Et pour des raisons que je ne connaissais pas forcément, il a fallu que tout un chemin pour commencer à mettre en lumière certaines choses et tout ça, tu vois. Et les arts martiaux, le goût de l'effort, la répétition, le travail de chaque jour ont poli mon mental, ma compréhension de moi-même, mon cœur, mon esprit, mon âme, tu vois, mon corps, tout. Ça. Et puis tous les gens que j'ai rencontrés. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est incroyable. Incroyable. C'est pas un livre que je pourrais écrire, c'est plusieurs tomes. C'est gigantesque. J'ai des anecdotes complètement folles, mais des kilomètres, quoi. Non, vraiment, ça m'a. Et puis c'est par la suite devenu même un travail, parce qu'aujourd'hui, c'est mon travail et ma passion, les deux se confondent. Je pense que c'est une des plus belles choses qu'on peut s'offrir sur cette planète, travailler de sa passion. Mais je pense que l'énergie et le cœur que j'ai mis, et seuls mes proches le savent vraiment à quel point, ont permis de matérialiser ce souhait qui s'est petit à petit dessiné comme une évidence. Super. Et à travers tout ton parcours aujourd'hui, comment tu définirais ou comment tu résumerais ton approche à toi des arts martiaux? Je trouve qu'elle est changeante. Je trouve qu'elle est évolutive et surtout ben, le spirituel, la méditation se sont mêlés et sont apparus aussi comme une évidence dans le chemin et ils sont, comment on pourrait dire, et m'ont mis sur une matrice où y a pas de vérité, tu vois. Le fait d'avoir voyagé beaucoup aussi m'a montré qu'il y avait tellement de façons de voir et de considérer les choses, tellement de lunettes pour regarder le monde, que je suis un adepte de... Il n'y a pas de vérité. Tu vois. Ou tout du moins, tout peut l'être. Ouais, clairement, moi qui ai eu la chance de pas mal voyager, c'est vraiment les voyages pour le coup qui m'ont ouvert à ça, qu'en fait, comme tu le dis, il n'y a pas de vérité, et la vérité qu'on a ici peut être totalement l'inverse ailleurs, et c'est pas pour autant que l'une est fausse ou l'une est meilleure que l'autre, mais elle s'intègre dans un contexte géographique, culturel, religieux, social qui est très différent, temporel. Et tu découvres que ouais, en fait, c'est leur réalité, c'est leur vérité. Et elle est bonne à découvrir aussi. En tout cas, elle est pas à dénigrer, quoi. Elle est partout et nulle part, et du coup, ça m'a donné cette passion de, entre guillemets, de la remise en question. Tu vois, et un peu comme Georges Saint-Pierre comment dire, de jamais être vraiment satisfait, d'aller toujours vers la perfection, sachant qu'elle est inatteignable et que c'est juste un chemin. Ouais, c'est une direction et pas une destination. Et aussi dans ce que tu dis, donc c'est très intéressant parce que quand on y regarde de plus près, tout ce qui est de l'ordre de la méditation, de l'entraînement mental, même de la spiritualité, il a toujours été au cœur des arts martiaux. On pense au zen des samouraïs, on pense aux moines Shaolin, même il me semble dans la boxe thaï, il y a un aspect spirituel et religieux qui est important.
Et au bout d'un moment, en tout cas, nous, dans la pratique qu'on pouvait en avoir en Occident, j'ai l'impression que c'était vu plutôt comme quelque chose d'un peu perché ou d'un peu bizarre, tout ça. Ben, c'est, Alors que alors que c'était au notre, cœur des arts martiaux traditionnels. notre regard en fait occidental euh, face aux choses qu'on ne comprend pas orientales prend souvent une étiquette de perché. Si tu veux, l'exemple, le yoga dans l'Asie du Sud-Est, en Inde en l'occurrence, est à la base indissociable de la méditation. Mais sa forme simplifiée pour répondre à la demande occidentale est devenue juste le yoga, entre guillemets, La contorsion. corporel. Ouais. Voilà, voilà. Peut-être que ceux qui ont ramené ça, ils se sont dit on va ennuyer les gens et ça va pas marcher chez nous. Et je pense que pour les arts martiaux, c'est un peu la même chose. Et les arts martiaux peuvent devenir, par exemple, j'ai envie de dire au Brésil ou en Thaïlande, un moyen de réussir socialement et de gagner sa vie. Peut-être d'ailleurs pas que par choix ou par passion, par nécessité. Mais son approche, s'il y a une approche totale et vraie des arts martiaux, c'est un accomplissement personnel du corps et de l'esprit via les arts martiaux, avec forcément une approche d'entraînement de l'esprit qui peut passer par diverses formes, et en l'occurrence la méditation. Et en l'occurrence, est-ce que les combattants, les fighters, les artistes martiaux qui ont le mieux réussi sont pas ceux qui justement ont réussi à placer au cœur de leur pratique cet accomplissement, cette quête intérieure et personnelle, en plus de l'ambition extérieure et de toutes les récompenses qu'ils pouvaient y trouver, tu vois? Je sais pas, je ne me risquerai pas trop à répondre à ça. Je dirais qu'il y a d'autres facteurs. Je pense qu'il y a des gens qui se carrent complet de tout l'aspect mental et de la méditation en l'occurrence, surtout, on va dire, et qui sont performés au plus haut niveau, mais peut-être parce qu'il y a aussi la génétique qui s'en mêle, il y a la volonté derrière, enfin, tu vois, il y a pas mal d'autres facteurs. Ils sont entraînés comment, avec qui, enfin, tu vois, il y a... je serais curieux de connaître les statistiques des gens qui s'en préoccupent et ceux qui s'en préoccupent pas au plus haut niveau, mais voilà, Ouais. faut pas oublier le facteur qualité athlétique, génétique et tout ça aussi qui est... Bien sûr, aussi ça c'est indéniable, on peut pas arriver à ces niveaux-là sans des prédispositions, sans des qualités physiques et intellectuelles aussi. John Jones, c'est un mec qui réfléchit vite, je pense. C'est un mec qui a des énormes qualités physiques et athlétiques et qui en plus est travailleur. Donc je pense que ça lui permet de faire ce qu'il a déjà accompli. Est-ce qu'il serait encore plus fort avec tu vois, un aspect mental et spirituel différent ou entraîné? Je sais pas. Mais John Jones, c'est un bon exemple parce que sans parler de méditation et tout ça, j'avais regardé une interview de John Jones qui disait qu'à un moment donné, quand il a découvert le pouvoir du mental et le pouvoir de l'esprit et que pouvait avoir lui il parle de visualisation sur ses performances, ben, il s'est plongé à fond dedans. Et ce que je voulais dire, c'est que John Jones, avant de vouloir peut-être marquer l'histoire de son sport et gagner beaucoup d'argent et beaucoup de titres, c'était avant tout un passionné qui cherchait une sorte d'accomplissement personnel justement à travers sa pratique des arts martiaux. Mais je crois que j'avais entendu une vidéo, un podcast où il disait que du coup, c'est par rapport un peu à son enfance, je crois qu'il s'était mis à la lutte, quelque chose comme ça, et il avait progressé assez vite. Ouais. Après, voilà, ben, même j'ai envie de dire, mentalement, on n'est pas tous égaux de départ. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui ont des aptitudes, des connexions neuronales ou je ne sais quoi, qui font que quand ils commencent la méditation, ils peuvent en être au bout d'une semaine, peut-être à ce que toi, tu étais au bout d'un an d'entraînement, de méditation, si on dit, allez, une demi-heure par jour, enfin, je sais pas. Mais le fait qu'on soit pas tous égaux, ça a quand même sa part de... Même rien qu'au club, moi, j'ai des gars, ils vont faire 50 fois la technique, ils la font moins bien, ils l'ont moins bien compris, ils la placent moins bien que d'autres gars à qui je l'ai montré 2 fois, et avant la fin de la deuxième fois, ils avaient déjà une capacité à la contextualiser, à la conceptualiser, ils pouvaient tout de suite même l'enseigner à leur tour. Tu vois, on est vraiment différents. Il y a une part d'inné aussi, tu crois, dans... Inné, je sais pas, mais je pense qu'on a tous des talents
On a tous des dons. Dans notre chemin de vie, c'est peut-être intéressant d'arriver à les mettre en lumière. Voilà. Et du coup, moi, par exemple, je dessinais quand j'étais jeune. Et en fait, dessiner, pour moi, c'était pas quelque chose de difficile. Je voyais quelque chose, ma main avec le crayon ou le stylo pouvait le reproduire. Tu vois, du coup, je sais pas vraiment mécaniquement ce qui se passe, mais peut-être que mon cerveau, mes yeux connectés à ma main voient et reproduisent, et il n'y a pas la part de ratage ou d'imperfection de la reproduction de l'image. Parce que moi, on m'a dit, mais où est-ce que tu as appris à dessiner? Comment on fait? Mais je sais pas. Moi, je vois, je dessine et c'est fini. Et je sais qu'il y a des techniques, je sais que. Voilà, et peut-être que je me serais entraîné, j'aurais progressé encore plus. Mais j'ai jamais su répondre à ceux qui me disaient, mais comment tu fais? Ouais. C'est vrai que ces prédispositions, on les retrouve dans tout ce qui est le sport, les qualités athlétiques, où t'as l'impression que les grands sportifs, presque, ils auraient pu faire n'importe quel sport, même s'ils ont un talent particulier. Je pense à Johnny Wilkinson, il était connu pour ça. C'était un très grand rugbyman, mais apparemment, il était super fort au foot, il était super fort en basket. Tu le mettais au golf. Voilà, peut-être que s'il avait fait du jiu-jitsu brésilien, il serait super bien débrouillé aussi, tu vois. Parce qu'il avait cette qualité athlétique, peut-être de coordination, de mouvement, de mobilité, qui fait qu'il pouvait exceller dans plein de disciplines sportives, quoi. Ouais, du coup, on démarre pas de la même ligne de départ, quelque part. Si on revient un peu sur ton parcours de compétiteur, parce que voilà, tu as un gros parcours de compétiteur, et ça peut être intéressant, je pense, pour les auditeurs, que tu partages un peu, toi, tes prises de conscience, ta vision, ton expérience de la compétition. Comment tu te préparais, toi, à une compétition? On va dire, dans la première période de sport de compétition de ma vie, déjà, c'était le MMA. Et on était vraiment la première génération. Donc, ce qu'on faisait, c'était très amateur dû au niveau de connaissance de l'époque. Après, on avait très peu de moyens par rapport à aujourd'hui et à la chance qu'ont les amateurs en MMA. C'était de l'artisanat, quoi, de la débrouillardise. Ouais, vraiment. Et puis c'était très sectorisé, tu sais, je vais faire ma boxe, demain je vais faire ma lutte, voilà. Et de temps en temps on faisait du MMA, mais on était déjà, vraiment en retard par rapport aux Anglais, aux Irlandais, où on combattait souvent avec les gars de la Bushido, Sami, Jens et Laurent Bonafou à l'époque, et c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. C'était plus, on y va, tu vois. On y va, on est des ouf. Et on kiffe. Mais voilà. Et après, la deuxième partie, après le MMA, parce que j'ai eu un accident à l'œil qui m'a poussé, entre guillemets, à arrêter les sports de percussion pour sauvegarder mon œil. Et du coup, je me suis mis beaucoup plus au grappling. Et c'est à la même période que j'ai aussi ouvert mon club. Parce que de la frustration de ne plus pouvoir faire de boxe thaï, de MMA, est née l'envie de proposer, de donner la chance, d'aider ceux qui le pourraient à faire ce sport que j'ai été contraint de raccrocher moi, tout du moins au niveau compétiteur. Et c'est marrant, comme de l'ombre c'est passé à la lumière, parce que si tu veux, moi quand on m'a dit c'est fini, tu peux plus, là ton œil c'est trop chaud, tu vois, c'est une opération assez costaud, et du coup tout s'est éteint, et quand la douleur est passée, entre guillemets, ça a laissé place à la lumière, et ça a été cette idée d'ouvrir le club, tu vois. Et du coup, si j'aurais pas eu ce souci-là, il n'y aurait peut-être jamais eu de club GP Sport à Miramas. Ouais, du coup, c'est carrément génial. C'est carrément génial. Du coup, je suis content en fait de ce qui est arrivé, parce que tu sais, des fois, il y a cette phrase là qui te fait chier, que t'as pas envie d'entendre quand t'es dans le mal.
Oui, mais si t'arrives ça, c'est pour une bonne raison. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, t'as pas envie de l'entendre, ça. À la limite, tu peux l'entendre quand c'est passé. Tu vois, que les choses se sont rééclairées. Mais voilà. Clairement, alors que c'est justement au moment donné où tu arrives à changer ta perception de ce qui est en train de t'arriver et de ne pas voir uniquement ce que tu perds, mais ce que tu peux y gagner, que justement tu arrives à aller de l'avant. Mais ça demande tout un processus intérieur de pouvoir changer sa perception et de pas se concentrer que sur ce que tu perds, mais sur ce que tu peux y gagner. Et toi, ça a été ta transition vers la transmission, donc, et ton métier aujourd'hui de coach. J'avais reçu Emmanuel Fernandez, qui fait partie de cette génération aussi des premiers combattants et qui avait le même discours que toi. C'était, allez, nous on est des combattants, on y va avec le goût du sang dans la bouche, il n'y avait pas de préparation mentale, de ci, de ça, c'était comme ça. Et sur après ta carrière de compétiteur en jiu-jitsu brésilien, t'es allé jusqu'à très loin, championnat du monde et tout ça. J'ai vu quelques vidéos super sur ton parcours. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui écoutent, qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien en compétition. Toi, comment tu faisais pour maintenir un état de calme, de concentration, de sérénité, on va dire, et en même temps d'agressivité, de combativité pendant les journées de compétition? Disons que c'était très subtil parce que, comment dire, je vais dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier après, mais clairement, si je dois faire un retour émotionnel des jours où j'ai fait les meilleures performances, c'était des jours où j'avais réussi à me mettre dans le meilleur état mental de victoire, entre guillemets, tu vois. Les jours où j'avais quasiment réussi à balayer le doute que quelqu'un puisse me battre, c'est les jours où j'ai fait les meilleures performances. Et mais à cette époque-là, c'était pas encore du tout la mode de la prépa mentale, ou tout du moins ça semblait très très loin aux États-Unis dans un futur proche, tu vois. Et donc je faisais avec les moyens qui étaient plus holistiques, plus du ressenti, et mélangé à ce que je connaissais déjà, ce que j'avais pu expérimenter dans la méditation qui était déjà entrée dans ma vie, tu vois. Mais c'était un peu difficile aussi parce que j'ai fait énormément de compétitions IBJF. J'en ai fait beaucoup seul et j'en ai fait énormément avec Thomas Loubersan. Et dans ces époques, on était souvent 2 Français dans les compétitions IBJF. Alors, bien sûr, on a eu croisé des fois d'autres Français, mais c'était assez rare. Et on a souvent été que 2 dans des compétitions IBJF. Et on a fait je ne sais pas combien de pays, je ne sais pas combien de compétitions. Et c'est des super moments de vie, tu vois. Des super moments de vie, j'ai des bons souvenirs, j'en ai des moins bons, tu vois, parce que quand tu vas pour gagner en général. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà, mais j'ai souvent essayé de faire un feedback sur moi-même de ces jours où j'étais dans l'état mental optimum pour essayer de le reproduire dans les compétitions qui suivaient ou à d'autres compétiteurs qui étaient avec moi ou des élèves. Et c'était pas une mince affaire. Aujourd'hui, on arrive plus à mettre des mots, une structure à ça. Et du coup, c'est en train d'évoluer et la performance s'en ressent aussi. Et si je comprends bien, pour toi, l'état mental optimal, c'était vraiment cette confiance en toi. Et dans confiance en toi, moi, je préfère dire ta confiance en tes compétences et donc en ta capacité à influencer positivement ta performance et l'issue d'un combat. Quand je parle, ça sous-entend aussi lucidité. J'adore parler de lucidité quand je parle de mental en combat et de gérer, si tu veux, aussi cet équilibre subtil entre agressivité et contrôle. Tu vois, agressivité tout azimut, ça peut marcher sur des lucky punch ou tu vois, ou si vraiment tu as un physique hors norme. Et
Et le contrôle, trop de contrôle, au bout d'un moment, tu peux pas tout le temps être dans le contrôle non plus. Et ce fil entre l'agressivité, qui est d'ailleurs personnel, je pense que mon équilibre optimal d'agressivité contrôlée n'est pas le même que le tien ou que quelqu'un d'autre. Et il y a des jours où on s'en rapproche, il y a des jours où on est complètement à côté, il y a des jours où on est pile dessus, quoi. Tu vois. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Et même quand je suis dans le coin de mes gars, on parle beaucoup de lucidité, d'agressivité contrôlée, c'est-à-dire faire ce qu'il faut au moment qu'il faut, le timing, tu vois, et pas forcer, entre guillemets, tout le long du combat, même quand c'est pas nécessaire. C'est une question de dosage, vraiment, quoi, de trouver le bon dosage. Une question de dosage. Et puis je reviens encore sur le fait que c'est personnel. Chacun notre balance, tu vois. Donc de connaissance de soi. Exactement. Donc de mental, donc peut-être de méditation, ou quelque chose qui ressemble à ça pour aller fouiller à l'intérieur un petit peu. Ouais, c'est très important, je pense, parce que moi, je travaille toujours sur la connaissance de soi avec les athlètes que j'accompagne avant d'aller sur de l'optimisation de la performance et tiens, telle technique et tel outil et tout ça, parce que je pense qu'il faut développer ces qualités introspectives qui te permettent de savoir vraiment qu'est-ce qui t'apaise, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui peut te faire sortir de ta concentration, qu'est-ce qui peut t'y maintenir. Et une fois que tu as ce socle-là dessus, tu peux bâtir de la performance, tu vois. Et ça, est-ce que, par exemple aussi, justement, ça peut te permettre de prévenir, parce que c'est des choses qui arrivent, des adversaires qui vont essayer justement de jouer ce mind game un peu et de te faire sortir de tes gonds, pour te faire sortir de ta concentration et faire que tu vas avoir cet excès peut-être d'agressivité ou cette baisse de confiance qui va nuire à ta performance. Toi, tu l'as déjà vécu, ça? Ou utilisé? Ouais. C'est un jeu. En finale des Panaméricains, je me rappelle, en 2016, je crois, il y avait en finale, j'ai ressenti dans les dernières minutes ou secondes du combat qui va rentrer dans la tête de qui pour marquer le point qu'il faut pour gagner ou pour perdre, tu vois. Et moi, dans ma tête, ce jour-là, la certitude que jusqu'à la dernière seconde, je pouvais trouver une solution pour ne pas laisser s'échapper la victoire, c'était plus que clair. Plus que clair. Et du coup, j'ai fait la dernière action au dernier moment pour remporter la victoire, tu vois. Et ça m'a conforté dans cette vision, dans ce ressenti, dans cette recherche de mindset optimum qui t'est propre. Tu vois, mentalement, j'étais incassable ce jour-là. Donc, j'ai pas été que étonné de gagner, même si le gars en face, il était vénère de ouf et je voyais qu'il voulait rentrer dans ma tête et dans mon corps, tu vois. T'avais vraiment une croyance profonde dans ta capacité à gagner ce combat, à vaincre ton adversaire. Ouais, ce jour-là, ouais. Et ce jour-là, j'avais balayé le à n'importe quel prix aussi, tu vois. Il n'y avait pas le truc de bon, je vais faire attention parce que je veux pas me blesser, parce que tu vois, ça c'est aussi des parasites. C'est normal parce que le lundi on va travailler, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc, mais ouais, c'est difficile de tout arriver à faire en conscience, comme si tu pouvais être capable de te rappeler derrière ton combat en entier et le réciter à quelqu'un oralement, tellement tu l'as vécu en conscience et avec lucidité. Et du coup, quelque part, le combat, il va à la vitesse que tu as choisi. Tu arrives à tout lire, à tout voir, parce que dans cet état-là, le combat, il va jamais trop vite. Wow. Et à l'inverse, est-ce que tu te rappelles de combats ou de journées de compétition où mentalement, tu es complètement à côté et quand tu y repenses, à quoi tu l'associes, à ton avis, à quoi c'était dû? Est-ce que c'était une instabilité personnelle, émotionnelle, difficile? Je pense que dans l'accomplissement personnel, à travers ça, j'ai aussi vécu, expérimenté et ressenti la nécessité de ne pas trop se laisser impacter par les autres paramètres de ta vie, ou tout du moins de faire en sorte
de nettoyer, de polir tout ce qui est autour, enfin, tout ce qui pourrait l'être, pour ne pas être perturbé pour les grosses échéances. Et ça aussi, je pense qu'il y a des qualités. Je pense même qu'il y a aussi les cas de figure où quand tout va mal, ben, ça peut aussi... il y a des personnes à qui ça peut booster. Tu vois, il y a des personnes, ça peut les booster et les mettre dans leur meilleure version d'elles-mêmes. Alors que d'autres, ben, en fait, il faut qu'il n'y ait pas de parasites. Ou alors les parasites, il faut qu'ils arrivent à les gérer pour être au meilleur de même le jour où il faut l'être. Ouais. Et c'est pas évident, ça nécessite de l'exploration de soi, un entraînement et encore une fois des aptitudes. Je suis assez d'accord. Après, je pense que, en effet, dans la difficulté et tout ça, certains ils vont réussir à se transcender. Par contre, sur le long terme, je pense pas que ça soit tenable. Une vie comme ça, tu vois, une vie à la Mike Tyson sur le long terme, ok, ça lui a permis de se transcender. Et puis aussi, toi, en tant que coach ou moi en tant que préparateur mental, je peux pas accompagner un athlète, tu dire non, vas-y, va dans la drogue, va dans les prostituées. Ça peut servir de rampe de lancement, et après tu dois l'apprivoiser et le dépasser. Et tu dois le convertir en intelligence consciente, tu vois. Voilà. Mais ça doit être juste l'allumette. Ouais, très juste, c'est clair. Parce que sur le long terme, si ton but c'est de construire une carrière sur le long terme, de la performance sur le long terme, c'est pas tenable un équilibre de vie comme ça, quoi. Un déséquilibre de vie. Ouais. Même ton corps, je sais pas s'il va, niveau énergétique, si ça va circuler bien avec le temps. C'est clair, ouais. Aujourd'hui, toi, tu accompagnes donc de nombreux compétiteurs, même professionnels. Professionnel, j'en ai eu accompagné beaucoup pendant plusieurs années, mais là aujourd'hui il n'y a que des amateurs au club. Okay. Dans leur compétition, tu parles justement d'aptitudes, de compétences. Quelles sont les aptitudes, les compétences mentales que tu arrives à identifier comme étant bénéfiques ou aidantes pour leur performance? Disons que quand j'ai passé suffisamment de temps avec eux, je commence à les connaître mieux, forcément. Et du coup, j'essaye de me rapprocher de ce que je ressens à l'aide de mon expérience aussi, de ce qu'ils ont besoin d'entendre au meilleur moment, de convertir une situation difficile en opportunité ou de convertir une situation qui semble être la nôtre comme quelque chose qu'on ne va pas laisser s'échapper. J'essaie d'être très présent même physiquement, la main sur l'épaule, tu vois, des choses comme ça. J'ai une maxime qui m'est venue là il y a quelques semaines où je me disais que mon souhait, ça serait vraiment d'être un meilleur coach que tous les coachs que j'ai eus et que mes combattants soient des meilleurs combattants que ce que j'ai été. Et si j'arrivais à accomplir cette mission, j'aurais vraiment accompli ma mission de coach, tu vois, et de combattant jusqu'à la dernière page du livre. Ouais, c'est beau, c'est une belle ambition. Aujourd'hui, c'est dur parce que l'ego, il est là au milieu et tu sais, il essaie de te dire autre chose. Tu vois, et il essaie de te dire que tu veux ça, mais tu veux pas ça. Mais si tu arrives à être plus fort et que tu veux vraiment ça, je pense que c'est lumineux et c'est sain. Parce qu'aujourd'hui, à travers toutes tes expériences, donc tous les coachs que tu as eus et tous les combats que tu as menés, tu as l'impression d'arriver à identifier clairement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est ça que tu essayes de transmettre? Je crois, j'essaye, je travaille tout le temps sur ça. C'est une obsession, une passion. Et je pense que quand même, le temps que j'ai dédié en milliers d'heures à ça ces 20 et quelques dernières années, il génère forcément quelque chose qui est pas que mauvais. Ouais. Tu vois. Parce que des fois je l'explique pas. Des fois c'est comme si tu sais comme s'il y avait une espèce de
d'automatique naturel qui prend les commandes. Tu vois, tout n'est pas réfléchi. Tout n'est pas réfléchi. Comme si une seconde nature, d'être immergé dans ce milieu depuis tant d'années, d'expérimenter depuis tant d'années, de vivre depuis tant d'années, des fois s'occuper de faire tourner les choses. Bien sûr, ouais. Toi, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, ça en devient instinctif. Comme la petite voix, comme l'instinct, en fait. Ça comme devient pour le dessin. Comme pour le dessin. Mais comment tu fais pour ben, je sais pas. Tu vois. Ouais. Ça, il y a que par l'expérience et la compétence, ouais, qu'on peut. Sauf que le dessin, c'était inné. Et là, ce de quoi on parle, c'est des milliers d'heures et de l'expérience. Ouais. Bien sûr. Et tout ça aussi, tu l'as nourri donc de l'expérience, mais aussi de la connaissance. Donc, est-ce que tu te nourris d'apports théoriques et desquels tu te nourris, toi, pour alimenter ton métier aujourd'hui? Bah déjà, j'ai passé peut-être ces 15 dernières années à voyager dans le but premier de toujours être à la page. Tu vois, je me disais, moi, pour moi-même et pour mes élèves, le minimum syndical, c'est que je sois toujours dans le coup. Tu vois, quitte à me prendre des branlées, me remettre en question ou aller chez Danaher et me faire punir par des jeunes de 17 ans, ceinture bleue, 20 fois sur un round de 5 minutes. Tu vois, je dois passer par là pour ramener la connaissance d'actualité du moment à... C'est vraiment ma motivation première dans tous les voyages que j'ai pu faire. Et quand je regarde des combats, depuis déjà des années, je ne regarde pas des combats, j'analyse des combats. Yes. Tu t'as donné ton corps à la science. Il y a des gars qui méritent qu'on soit fan d'eux. Il y a des gars qui méritent qu'on soit fan d'eux, comme Georges Saint-Pierre, en l'occurrence, tu vois. Mais même Georges Saint-Pierre, beaucoup de combats très ennuyeux, quelque part, visuellement. Mais moi, je voyais de la science et des mathématiques s'exprimer martialement. Et des échecs. Tu joues aux échecs aussi? Non, l'anecdote, c'est que c'est un enfant de 7 ans ou 8 ans qui m'avait appris à jouer aux échecs. Et je compte m'y remettre. Et j'avais tout de suite senti que c'est comme ça musclait certaines parties du cerveau. C'est terrifiant. Moi, je m'y suis mis il y a quelques mois là, mais ça me rend complètement dingue ce jeu. Et quand tu vois que les champions des échecs, c'est des Indiens qui ont 12-13 ans, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Ah, c'est diabolique. C'est génial. D'ailleurs, il y a souvent un parallèle entre le jiu-jitsu et les échecs. C'est dû à quoi, toi? Checkmat, le gars qui a donné le nom à l'équipe, il avait déjà mis ça en avant, je crois. Ouais. Et toi, tu retrouves des parallèles, justement? Quel parallèle tu retrouverais entre le jeu des échecs et le... Moi, j'avais souvent nommé le jiu-jitsu comme une partie d'échecs en temps réel exprimée par les corps. Tu vois, ouais. Au lieu que ça soit tous les pions et qu'on puisse prendre le temps avant de jouer chacun, tu vois, parce que il y a des phases presque de pause. Oui, tu peux réfléchir, ouais. Nous, il y a quand même un flow continu, même si des fois ça ralentit, on dirait qu'il se passe rien, tu vois. Mais il y a quand même un flow continu. Et je vois les échecs, les mathématiques et le jiu-jitsu ou le MMA, les sports de combat comme une seule et même pièce. Ouais, complètement. Tu parlais de tes voyages là, donc le voyage au Japon qui a été un peu le voyage initiatique, le début de cette quête martiale. Quel est le voyage martial là justement qui t'a le plus marqué, toi, et pourquoi? Le voyage martial qui m'a le plus marqué, je crois que c'est alors c'est peut-être pas c'est au Japon, je pense, le voyage que je t'ai parlé, mais après sinon c'est plutôt aux États-Unis, toutes les fois où je suis allé chez Eddie Bravo, clairement modestement, mais en même temps c'est la vérité, je suis le premier Français qu'Eddie Bravo il a rencontré. Et, il avait la petite salle là quand je suis allé là-bas au début des années 2000, et je suis retourné un bon paquet de fois.
Mais sinon, j'ai vécu de belles choses aussi en Thaïlande. Et après, j'ai eu d'autres voyages où c'était moins porté sur les arts martiaux, mais qui m'ont extrêmement marqué et où j'ai beaucoup appris et vu de choses différentes en Mongolie, en Birmanie. Vraiment des mondes dans notre monde, tu vois. Waouh, ouais. On, on va en parler parce que c'est très présent dans ta vie et de plus en plus, il me semble, aujourd'hui. Donc, je veux bien qu'on développe sur ce sujet. C'est le sujet de la méditation. Déjà, toi, comment et quand tu découvres la méditation? C'était un peu comme mon attrait pour l'Asie et les arts martiaux. Ça m'appelait, je me doutais que c'était ça qu'il fallait faire, qu'il fallait aller vers là, mais sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Tu vois. Je crois que ma première expérience, c'est il y a une dizaine d'années. Lors d'un voyage au Japon, j'avais été initié à la méditation zen. Et après, quelques temps après, ce qui a vraiment changé le cours de ma vie quasiment, c'est une retraite vipassana. Sur un coup de tête, un ami qui revient d'une retraite vipassana et qui me dit Ludo, je viens de vivre un truc là, c'est au-delà de tout. Et par contre, c'est extrêmement dur. Et du coup, j'ai pas tenu jusqu'à la fin et je te partage ça. Toi, je suis sûr que tu vas kiffer, tu vas y arriver. Ah ouais, ok, c'est bon, j'y vais, je m'inscris. Je savais même pas ce que c'était. Tu peux expliquer peut-être pour ceux qui connaissent pas les termes ce que c'est une retraite vipassana? En quoi ça Alors consiste? une retraite vipassana, je crois, je pense que c'est dans ce qu'il y a de plus rude en termes de méditation et de retraite. Et en gros, pour faire simple, sans rentrer trop dans les détails, c'est 10 jours en silence, sachant que il y a le jour 0 et le jour 11. C'est vraiment 10 jours en immersion totale. Le premier jour et le dernier jour, ils ne comptent pas. Et du coup, il y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une statue de Bouddha, il n'y a même pas un cadre, il n'y a que dalle, quoi. Il y a que dalle. En fait, c'est pas religieux, c'est juste, c'est un outil. C'est une méthode de méditation un peu par l'extrême. En même temps, je crois que humainement, malheureusement, on n'est pas encore assez évolué pour bien comprendre les choses si on ne se prend pas des extrêmes ou si on ne sort pas de la zone de confort. Peut-être quand on sera plus évolué dans un futur où je ne m'aventurerai pas, mais on comprend quand même pas mal avec des tartes dans la gueule, malheureusement. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Et du coup, c'est 4h30 du matin jusqu'à 21h, méditation, et c'est long. C'est long, c'est que des assises de 1 heure, immobile, et puis surtout, tu parles pas. Tu parles pas pendant 10 jours, c'est du silence total, c'est quelques enseignements, mais très sobres, et que de l'introspection, quoi. Que de l'introspection, que de la méditation en silence. Il n'y a pas d'exercice physique. Et donc, en fait, si tu veux, le cadre, il est optimal et total pour ne pas avoir la possibilité de faire autre chose que te rencontrer. T'as aucune fuite. T'as pas de papier, t'as pas de stylo, t'as rien. Il n'y a pas un bouquin, il n'y a pas un livre, il n'y a rien. Il y a un repas à 6h du mat, un autre, je crois, vers midi, et puis c'est fini. C'est fini. C'est les deux moments où il se passe quelque chose, on va dire, de la journée. Et après, c'est que des assises, quoi. Que des assises en silence. Et Thiago tournait en rond au bout de... Alors, c'était pas du tout ce que j'ai essayé de faire. Moi, j'ai vraiment voulu jouer les règles du jeu. J'étais là et je voulais donner chance à la méthode de faire ses preuves quand on l'a fait dans son intégralité. Et clairement, tu peux que finir par te rencontrer et tomber sur toi. C'est impossible de croire qu'on se connaît, de ressortir de Vipassana en disant ouais, avant je me connaissais. Avant d'y rentrer, je me connaissais. C'est pas possible. Tu peux croire que tu te connais à un certain degré, et c'est très certainement vrai, mais quand tu ressors de là, là, ça y est, j'ai rencontré Paul, qui peut dire à Paul, j'ai rencontré Paul, quoi. En même temps, parce que tu auras tellement passé le temps
t'auras tellement dédié à ça, il y aura tellement aucune autre occupation que finir par tomber sur toi-même, que c'est ce qui risque d'arriver. Et après, il y a des strates. Tu vois, après, tu peux refaire d'autres retraites, toujours. Voilà, mais en tout cas, là, je pense que la première fois où tu vas vraiment te rencontrer, c'est dans quelque chose qui est dédié à ça, où tout est. C'est pas. Après, tu peux rentrer chez toi, tu fais ta demi-heure de méditation journalière qui est très bien, mais elle a du mal à comment dire, à contrebalancer la vie folle des 23h30 dans laquelle on évolue chaque jour, surstimulé, alors que là-bas, il y a zéro stimulation, zéro. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, tu peux pas vivre comme ça. C'est comment dire? C'est comme quand tu fais un camp d'entraînement. Tu fais pas des camps d'entraînement toute l'année. Tu vois, tu fais un camp d'entraînement ou 2 camps d'entraînement et le reste de l'année, tu t'entraînes et tu combats. Tu vois, voilà, je l'imagerai comme ça pour faire le parallèle avec notre autre passion. Ouais. C'est en même temps qui passe 10 jours en silence tout seul avec soi-même en dehors de ce cadre-là qui est fait pour ça, tu vois. Aujourd'hui, personne, donc tu peux pas arriver au même résultat. À part certains ermites dans l'Himalaya qui sont dans une quête un peu spéciale, mais donc toi t'as commencé par un truc costaud, quoi. T'as commencé par le mais même le MMA, j'ai commencé MMA pro. Ouais. Ah tiens, il y a un combat après-demain en Angleterre. Où ça... Ah oui, ok, d'accord. Le billet d'avion, allez, boum, ok, on y va. Ah ben c'est parti. Tu vois, c'est un peu moi, quoi. Pas surtout, mais sur certains aspects, c'est un peu moi. Ouais, je suis revenu de là-bas, ça a bien décoiffé. Ouais. Wow. Et donc ensuite, la suite, comment tu continues à pratiquer, à expérimenter la méditation, à l'intégrer dans ton quotidien? Pourquoi? J'en ai fait plusieurs de retraites et je continue encore. Et j'ai essayé aussi d'autres traditions, dont certaines sont beaucoup moins rudes, longues, dures, exigeantes. Et parce que la curiosité de vérité n'est pas seulement là, elle est peut-être aussi ici. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi ma vérité. Tu vois, voilà. Mais du coup, je fais des retraites assez régulièrement, à peu près 2 par an, tu vois. Mais après, sinon, je médite chez moi quasiment tous les jours, le matin au réveil de préférence. J'ai vraiment l'impression que ça me met sur un réseau où la journée va être plus maîtrisée, plus claire, tu vois, et la sensation désagréable de ouais, j'ai pas vu passer la journée, elle va être diminuée. Tu vois. Et après, ici, on a un groupe, on a une sangha. Alors, une sangha, c'est un groupe d'amis ou de personnes qui cherchent la même chose, entre guillemets, c'est-à-dire à entraîner leur esprit et à méditer ensemble. C'est toujours plus porteur quand tu es en groupe. Et la sangha entretient. Donc, on fait une sangha par semaine où on se retrouve, on passe 1h30, 2h, 3h ensemble. Et on a souvent des enseignements ou un thème et après on médite ensemble. Après on débrief aussi parfois. Et après il y a ma méditation journalière et il y a les retraites. Voilà, il y a vraiment 3 aspects. Et ces 3 se soutiennent et sont vecteurs les uns des autres pour entretenir. Tu vois, là, voilà, c'est... Wow, ok, super. Et aujourd'hui, il me semble que du coup, il y a un nouvel aspect qui va venir s'ajouter à ça, c'est la transmission aussi de la méditation. Oui, là, j'attaque une formation avec l'association Karuna Chechen de Mathieu Ricard. Donc, c'est un programme basé sur la résilience. Et du coup, je ne connais pas encore toutes les choses qu'on va y découvrir, y développer, mais à l'issue de ça, je devrais être formateur avec la possibilité, comme mon ami Franck, d'aller utiliser l'outil de méditation dans des endroits où ça pourrait et ça peut déjà amener du mieux, en l'occurrence les hôpitaux et les prisons. Chouette. Totalement laïque, hein, vraiment. Je fais bien le discernement entre l'outil de méditation laïque,
et la religion et la spiritualité. Voilà, c'est vraiment là, c'est des méthodes, c'est des outils qui ont fait leurs preuves dans les neurosciences, etc. Hein. Je déteste tout ce qui est mytho et trop farfelu. Ou alors, si ça l'est, je vais vérifier par moi-même si c'est juste des légendes urbaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je sais que nous, comme on disait tout à l'heure, en Occident, on a un regard très Woodstock, hippie sur la méditation, mais les gens qui portent ce jugement, ils ne sont pas allés vérifier par eux-mêmes si c'était du farfelu hippie Woodstock ou si c'était quand même quelque chose, tu vois, qui avait quelque chose sous le capot, quoi. C'était quelque chose de concret. Bref. Donc voilà, donc je suis super excité, j'ai hâte de rajouter peut-être cette nouvelle. Enfin, c'est pas cette nouvelle passion parce que ça en est déjà une, mais comme activité que je pourrais partager. Tu vois, au début, quand j'ai commencé les arts martiaux, je savais pas que ça allait devenir un partage et mon travail. Et la méditation, quand j'ai commencé, je savais pas non plus. Tu vois, et ça serait juste génial en fait. Non, ça a beaucoup de sens, je trouve, et c'est ce qui arrive souvent, c'est que tu découvres une pratique, tu l'implémentes dans ta vie, elle t'apporte énormément personnellement, elle participe à ton développement, à ton accomplissement, à ton épanouissement, et au bout d'un moment, tu te dis non, mais je peux pas garder ça pour moi tout seul, il faut que je le partage, il faut que je le transmette. Et souvent, quand tu es passionné, bah, tu es quand même tu es souvent meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es passionné de Jiu-Jitsu, ben, tu risques d'être meilleur que si tu n'étais pas passionné de Jiu-Jitsu. Et et peut-être même aussi au niveau de la transmission. Je ne parle pas aussi, seulement au niveau de la compétition. Du coup, ce combo de mots là, sport, passion, travail, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire, je crois, dans ton chemin de vie sur Terre, quoi. Ouais, parce que t'es animé par quelque chose de très fort à l'intérieur qui te donne envie de... Déjà, rien que quand t'en parles, les gens, ils sont déjà... Tac, tu vois, il y a déjà du réseau, quoi. Tu sais, ils disent, putain, là, c'est en face, là, ça fait pas semblant, quoi. Le mec, il vit le truc. Et ta mission, c'est de contaminer les autres de ta passion. Et que cette passion le rapporte. C'est que ça ne doit pas être une passion stérile. Ça doit les faire grandir, les nourrir, etc. etc. Bien sûr, il y a un but, il y a un objectif derrière, des bienfaits à y trouver. Exact. Même si, tu vois... Mais vers quelque chose qui ne te fait pas grandir. De toute façon, c'est où tu te drogues, par exemple, et ça te détruit, et tu vois, ou alors tu prends un chemin plus vertueux et tu rajoutes des trucs à ta vie qui te font grandir. Et en plus, tu prends du plaisir et tu partages, et tu vis des choses exceptionnelles, quoi. Et en même temps, là-dedans, il y a aussi un risque. C'est que, ok, notre passion, on veut la transmettre, on veut la partager, mais il faut pas non plus être dans une forme d'évangélisation. On veut absolument convertir tout le monde, tu vois. Tout est dosage et lucidité. Des fois, la finesse, ça doit être tu sais, quand tu sais que, par exemple, en face, tu n'as pas la réceptivité pour certaines choses, c'est pas la peine tu vois, presque de te ridiculiser, de donner un spectacle, j'ai envie de dire. Tu vois, mais après, encore une fois, l'expérience te montre que là, j'ai le public qu'il faut. Ou alors, là, ce public-là, il a évolué, maintenant, il est prêt. Je peux partager ça avec eux. Ouais, tu vois, qu'il y ait une libre adhésion. Ouais. Et puis, moi, j'aime bien le mot aussi, il faut suggérer les choses. Souvent, moi, en suggérant ou en discutant, en échangeant des points de vue de végétariens, j'ai plus converti des gens au végétarisme que si j'essayais de les forcer. Yes. Et est-ce que moi, plus j'avance et plus je me dis que la meilleure façon justement de convertir entre guillemets les gens on a perdu Ludo. Toujours là. Ah, t'es là? Ok. Toujours là. Je me disais, la meilleure façon, je trouve, avec le temps, de convertir entre guillemets les gens à ta passion ou à ce que tu as envie de leur partager, c'est de l'incarner.
et de l'incarner, de le vivre chaque jour et que les gens juste le voient en toi, voient ce que ça produit, voient ce que ça génère. Montrer l'exemple et suggérer, ou alors répondre s'il y a demande ou questionnement de leur part. Ouais, parce que parfois, moi, je suis tombé un petit peu là-dedans aussi, par envie de bien faire, par envie d'aider. Je pense notamment à des proches, à de la famille, où parfois tu les vois sur une pente un peu descendante et tu sens que tu peux pas les forcer. Donc Tu peux pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc tout ce que tu peux faire, c'est l'incarner, le vivre toi, et peut-être qu'à un moment donné, ça va faire clic, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, ça va faire, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, ça va faire. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est le jeu. Yes. Toi, comment tu vois un petit peu l'avenir du jiu-jitsu brésilien en France là? Ça se développe énormément, la CFJB, les On est compètes. sur une pente ascendante qui me semble nos limites, quoi. Nos limites. Je pense qu'on va continuer de grandir et de croître et d'avoir des athlètes internationaux qui vont nous faire des résultats spectaculaires et je souris rien que d'y penser, quoi. Et qu'est-ce que tu penses donc de la place que prend la préparation mentale dans cette évolution du jiu-jitsu brésilien, peut-être aussi du MMA comme tu es vraiment dedans? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pareil, ça se structure, ça se professionnalise, ça se démocratise, ça rentre plus dans les mentalités, dans le milieu, ça perd de son côté farfelu pour devenir un des outils de la caisse à outils de la performance. Tu vois, maintenant, je pense des gens qui performent à haut niveau, ils ont un super staff interconnecté de préparateurs physiques, de préparateurs mentaux, de diététiciens, de coachs et de partenaires d'entraînement qui font la super version 2.0 de eux-mêmes, tu vois. Et du coup, le rendez-vous et le bénéfice de tout ça, c'est de la performance au-delà de ce qu'il était commun de voir dans toutes les premières et deuxième générations de MMA et de Jiu-Jitsu, je pense. Ouais, c'est très juste ce que tu dis dans le fait de s'entourer, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as une expérience énorme, des connaissances, un background énorme. Et tu fais venir tout le temps des gens dans ta salle, des Laurence Cousin, des grands coachs qui peuvent venir apporter aussi leur pierre à l'édifice à tes élèves, quoi. Là, pour moi, c'est super important, super important. Mais c'est aussi pour partager avec mes élèves de moi, je sais pas tout et je vous fais venir aussi un mec qui sait des trucs de ouf là, et qui va vous partager aussi sa façon de faire et après chacun on retire ce qu'on peut, on fait notre sauce. Après il y a aussi une intelligence, tu vois, de qu'est-ce que tu fais avec qui tu as pu t'entourer et des outils qui te sont parvenus et du contexte dans lequel tu évolues, tu vois. Et ça c'est encore quelque chose qui est plus dans la compétence du pratiquant que de son staff. Tu peux avoir le meilleur staff du monde, si le mec ça percute pas, ben ça percute pas, tu vois. Ouais, s'il a pas cette ouverture, cette réceptivité. Et en même temps, nous on a des gars qui viennent, on a des champions ou des coachs qui connaissent, j'ai envie de dire, qui viennent quasiment tous les 2 mois au club, et je trouve ça c'est rafraîchissant aussi, tu vois, c'est bien. Ouais, et en même temps, c'est vrai que c'est ce que tu as fait toi en voyageant, en allant les chercher, et maintenant tu les ramènes. C'est quand qu'on voit Danaher à Miramas? Je sais pas, pourquoi pas, on verra. On te le souhaite en tout cas, ça serait chouette, ça serait chouette. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand challenge, toi, Ludo? Waouh. Hier, je disais dans la conférence qu'on avait avec Karuna, c'est vraiment d'être en paix et en amour avec moi le plus possible et avec les autres, tu vois. Mais après, moins généraliste que ça, c'est que mes élèves atteignent leur objectif, tu vois. Voilà. Et si j'arrive à contribuer à
à ce moment-là de ça d'une quelconque manière, je suis satisfait. Chouette. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le GP Sport Miramas, c'est la dimension sociale que vous avez. Moi, j'ai été éducateur spécialisé pendant pas mal d'années, donc je suis sensible à cette dimension-là, et il me semble que c'est un truc qui est vraiment intégré à l'association et au club, la dimension vie sociale avec les jeunes de la commune et tout ça. Est-ce que tu peux en parler un peu? On a un programme d'insertion par le sport avec la commune, qui me mettent gracieusement des locaux à disposition, en contrepartie de quoi je fais des tarifs qui sont vraiment abordables. Et si tu veux, du coup, la politique du club n'est pas un club avant tout de performance, mais un club où chacun peut y trouver quelque chose, et pas seulement les compétiteurs. C'est pour ça qu'on a vraiment des enfants, des féminines, et après la section adulte qu'on appelle, où se dessine un noyau d'amateurs qui deviendra peut-être pro aussi. Et voilà, mais on n'est pas un club de performance. Si cette casquette, elle peut s'additionner, se rajouter jusqu'à une certaine mesure, mais notre politique n'est pas là. Notre politique, c'est quand même sport pour tous et sport insertion. Insertion sociale, est-ce que vous avez pour projet aussi de faire de l'insertion professionnelle? Je sais pas, toi tu prends des apprentis, tu formes des gens au métier du sport ou... Moi, chaque personne au club qui souhaite passer des diplômes, je les aide dans ce sens. Et on a eu des enfants qui étaient à une époque au club et qui sont aujourd'hui ou qui ont été salariés du club. Ok. Et qui ont dessiné ou qui se sont révélés à travers les métiers du sport. Et pour moi, c'est pareil, c'est de la satisfaction. Génial, franchement, c'est top. Ou d'autres qui faisaient un petit peu de la merde, en l'occurrence moi, quand j'étais jeune. Et les arts martiaux m'ont mis sur un autre chemin que faire de la merde et finir en zanzon. Donc, un de mes principaux cheval de bataille, c'était si ça fonctionnait pour moi, ça fonctionnera peut-être pour d'autres. Ça, c'est vraiment une de tes motivations aujourd'hui qui te pousse à faire ce que tu fais? Oui, je suis pas que le sport pour le sport. C'est chouette, hein, parce que c'est central à la base. Même quand on commence le sport, on le fait pas forcément pour des raisons de performance, quoi. Pour moi, c'est les arts martiaux pour devenir un meilleur humain. Et après, pourquoi pas coach ou compétiteur. Est-ce que tu as en tête un combat dans lequel le mental il a joué un rôle déterminant? T'en as parlé un petit peu, mais voilà, un combat où on pourrait le dire comme ça vulgairement, tu l'as gagné au mental, quoi. Je crois qu'il y a des années, j'avais affronté un gars qui s'appelait Michael, je sais plus comment, il était du boxing squad. Il était énorme. Il me rendait 15 kilos, je crois, et c'était un super fight en grappling. Et apparemment, il faisait des clés de cheville, des trucs, des machins. Et ce soir-là, je crois que dans mon coin, j'avais Serge, mon entraîneur de boxe thaï, qui est comme mon deuxième père, et Flavio et Johnny Frachet. C'était impossible que je perde. C'est impossible. Même si le mec était énorme et que ci et que là et que truc. Et du coup, j'étais dans un état mental comme au Panamérica. Et j'y ai rentré dedans pendant tout le combat. Il n'a jamais pu s'exprimer. Et j'ai un bon souvenir de ce combat. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, je le salue, Amika. Mais putain, c'était... en fait, il n'y a rien qui pouvait faire qu'il gagne. Ni son physique, ni son CV, ni quoi que ce soit. J'ai adoré cet état mental. Et cette confiance, elle était en grande partie due aux personnes qui étaient avec toi ce jour-là? Je crois que c'est un ensemble de choses. À leur présence?
bien sûr qu'ils n'étaient pas étrangers, mais c'est un ensemble c'est souvent un ensemble de choses. C'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est jamais souvent que ça ou que ça. C'est voilà, là, toutes les planètes étaient alignées et ces planètes, en plus, je les maîtrisais. Elles étaient assez identifiables, en conscience et lucides. Et du coup, le corps a suivi, quoi. Et les réponses d'action et de mouvement dans le combat au bon moment étaient là, disponibles. Magnifique. Donc une belle réussite, une belle victoire. Merci. Et quel a été ton plus bel échec et pourquoi? Mon plus bel échec, je crois que c'était, j'étais dans le même état mental au championnat d'Europe de jiu-jitsu brésilien en Gui au Portugal, et je crois que c'est Olivier Mako qui me coachait, et personne pouvait me gagner ce jour-là, pareil. Et en finale, j'étais dans le même état d'esprit contre le mec qui était forcément pas manchot, parce il avait gagné comme moi 4 combats. Et il m'a défoncé. C'est la vidéo. Même avec Olivier dans le coin et tout, je fais une erreur et puis ça n'a pas pardonné, quoi. Voilà. Mais le plus bel échec, parce que c'était quand même déjà une performance en soi de faire deuxième à Lisbonne. Yes. Au-delà du résultat, la performance était une réussite. Voilà. C'est beau. C'est beau parce qu'on peut aussi faire des beaux résultats avec une performance dégueulasse, quoi. Est-ce que c'est satisfaisant? C'est relatif, mais ouais, pour le cas, ça l'était. Ok. C'est quoi la leçon du coup la plus importante que tu retiens de ta carrière de combattant? Waouh. Intéressant comme question. La remise en question. Le fait de savoir se renouveler, c'est ça? Je crois. C'est ce qui me vient tout de suite là aujourd'hui, là maintenant. Ouais. Ça, je pense que c'est hyper important pour tous ceux qui souhaitent construire une carrière, le fait de savoir se renouveler, se remettre en question constamment, encore plus aujourd'hui où ça évolue encore plus vite, ça semble hyper important. Hein. Ouais, je pense que ça a une importance majeure. Et t'as en tête comme ça justement un tournant à un moment donné où t'as su là il fallait se renouveler, il fallait mettre en place de nouvelles choses ou changer une habitude qui fonctionnait plus? Ouais, je crois quasiment après chaque blessure et après chaque compétition que j'aurais dû gagner, où j'ai fait une contre-performance, on va dire. Yeah, et donc ça demande vraiment de prendre la responsabilité aussi de sa défaite, de son échec, en disant ok, qu'est-ce que j'ai pas fait ou mal fait que je dois changer pour... Et même entendre ce que tu veux pas entendre, ou tu vois, voilà, des gens qui étaient dans ton coin, mais là, pourquoi t'as fait ça? Mais fallait pas le faire, tu fais jamais, tu vois, c'est pas toi, voilà, t'as pas envie d'entendre ça, mais faut savoir l'entendre. Ouais. C'est important parce que parfois, on peut le voir dans le sport, n'importe quel sport, hein, certains athlètes qui attribuent leurs échecs aux autres, que ce soit l'arbitre ou le coach ou juste lui il était trop fort ou machin. Que des trucs extérieurs. La malchance. Que des trucs extérieurs. Mais quand tu creuses vraiment et que tu as envie de regarder les choses en face, bah, c'est souvent toi. Et surtout si tu l'attribues... Ça ne veut pas dire que des fois l'adversaire en face il n'était pas très fort. Mais si tu l'attribues à un aspect que extérieur, bah, tu perds tout ton pouvoir sur ta capacité à influencer ta performance, quoi. Je crois que cette résultante logique m'a amené à ce qu'on a dit. Yes. Donc remise en question, renouvellement constant. Voilà. Nice, super leçon. C'est quoi l'habitude que tu as intégrée dans ta vie qui a le plus amélioré ton bien-être? La douche froide du matin. Ah, je suis un adepte aussi, carrément. Pourquoi? Tous les matins, la décharge,
la, de commencer la journée avec, rappelle-toi que la vie c'est aussi l'inconfort. Tu vois, ça, en fait ça remet les pendules à l'heure, ça fait une dose de... On commence la journée avec les pendules sont bien réglées là. Complètement. Moi, je suis un adepte de la douche froide au réveil depuis pas mal de temps aussi et c'est devenu indispensable, quoi. Ben, si elle y est pas, c'est un peu comme sans la méditation du matin, tu vois. La journée, elle se vit pas pareil. Mm-hmm. T'as un petit inconfort et pour illustrer ça, j'aime bien utiliser l'image du brossage de dents. Imagine, tu pars la journée sans t'être brossé les dents le matin, tu sais, tu vas sentir ta bouche, elle est un peu... il manque un petit truc, tu vois, t'aimerais bien que ce soit un peu plus propre, un peu plus C'est frais. la même image que j'utilise quand je dois argumenter. Yes. Et la méditation, ça me fait cet effet-là aussi. Si je l'ai pas fait, il y a un peu moins de clarté, c'est un peu moins frais, là, il y a un peu moins de... Ben, t'as pas brossé, donc tu peux pas t'attendre à la même hygiène, quoi. C'est pareil. Yes. Et tout le monde se brosse les dents à peu près tous les jours. Mais parce que ça, c'est occidental. C'est intégré. Mais se brosser un peu l'esprit là le matin avec une petite méditation. Ça, c'est oriental, du coup, c'est un petit peu utile. Ouais, et c'est moins palpable au début. Ça, autant de brosser les dents, tu le remarques direct. Autant c'est quand tu as vraiment intégré cette pratique peut-être de la méditation que tu te rends compte que quand tu le fais pas, ça, il y a une différence. Tous les trucs qui sont vraiment fructueux, il faut un petit peu creuser pour en découvrir les subtilités et ensuite les bénéfices. C'est clair. Chouette, on va arriver à la fin du podcast, Ludo. On a eu vraiment des très beaux échanges. J'espère que ça aura pu apporter quelques pistes de réflexion et d'action à tous ceux qui nous écoutent là. J'aime bien poser cette question aussi. Toi, quel est le livre qui a eu le plus d'impact sur ta vie ? Dernièrement, peut-être. Dernièrement, j'ai beaucoup été impacté par Homo Deus et Homo Sapiens et plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard. C'est les trois livres qui me viennent, mais après il y en a d'autres. Et il y a vraiment des livres qui m'ont secoué, quoi. Et tu sais, ta vie qui est sur un rail comme ça, et clac, ça prend un petit degré là. Voilà, il y a des livres comme ça qui font ça. Clairement. Ou parfois, t'es un peu en dehors des rails et ça te remet sur les rails. Aussi, ouais. Après, il y a la part du colibri aussi de Pierre Abine qui est important de citer. Ok, yes. T'aimes bien les biographies, autobiographies de sportifs, toi, justement, devant ce sportif ? J'adore, c'est hyper inspirant. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'utilisais le mot fan, à prendre avec des pincettes, mais tu vois, des fois, ouais, mais putain, mais lui, regarde, truc, machin, tu sais, pour justifier tes erreurs. Mais moi, tu sais, je vais regarder la biographie de Saint-Pierre, de trucs, de machin, et du coup, tu sais, je regarde des modèles de réussite pour me donner de l'inspiration à aller vers le haut. Je cherche pas des gens qui font encore plus nul que moi pour justifier que ce que je fais, c'est médiocre, mais c'est passable. Ouais, et pour éviter, la vraie intelligence, c'est apprendre des erreurs des autres pour pouvoir les éviter. Ouais, et puis j'adore les histoires qui commencent mal et qui avec le travail et l'abnégation amènent à quelque chose de grandiose et qui marque des fois l'histoire. Bah ouais, c'est vrai que sur ça, moi je l'ai découvert dans le livre Le sens du combat de Georges Saint-Pierre. C'est une histoire assez exceptionnelle, hein, d'où il est parti, où il est arrivé. C'est hyper inspirant. C'est dingue. Cool. Écoute Ludo, on arrive à la fin de mes questions. Est-ce que toi, t'aimerais rajouter un petit quelque chose à cet échange ? Ben voilà, moi je souhaite que chacun ait l'opportunité et peut-être la lucidité et puis les moyens d'arriver à ce que leur passion devienne leur travail. Magnifique. Et j'espère que cet échange pourra les aider en ce sens.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Ludo? Il y a la page Instagram du GP Sport Miramas. C'est ça, et après on a le site internet gpsport.fr et le Facebook GP Sport Miramas. Yes, cool. Je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent aller voir et peut-être que s'ils font un tour à Miramas aussi, ils peuvent passer dans le coin. Avec plaisir. Chouette. Merci encore Ludo. Merci vraiment pour cet échange, pour ce partage. Merci à toutes celles et ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt dans un épisode de Méditation. Ciao! Ciao!